La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mardis à partir de 7h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mardis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir à vous, le public habituel de Café Philo. Bienvenue encore une nouvelle fois au mardi de la philosophie de l'association culturelle Café Philo Haïti. Je vous informe, pour vous qui ne le savez pas encore, que Café Philo Haïti, mardi de la philosophie de Café Philo, est une émission proposée par l'association culturelle Café Philo Haïti en collaboration avec la radio-télévision Caraïbe. En commençant cette activité de ce soir, j'aimerais bien faire appel à une expression qu'a utilisée Daniela Ferrière dans une entrevue qu'il a tenue à Le National, où il a dit que le plus grand drame de ce pays, c'est le fait de se préoccuper à l'écume des vagues, c'est-à-dire à ceux-là qui ne sont que superficiels. Nous, à Café Philo, nous nous intéressons aux abysses, c'est-à-dire aux choses profondes, aux choses qui peuvent changer le pays, bien entendu par le biais de la discussion, de l'ouverture, par le biais du discours, par le biais du partage. Sans parler plus amplement, puisque j'aurai l'occasion de le faire après, je vous demande d'adopter la position verticale pour entonner ensemble notre hymne national chéri, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie, mourir beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci à vous tous. Vous le connaissez tous, je m'adresse précisément au public habituel de Café Philo et à ceux-là qui ont l'habitude de visionner l'émission hebdomadaire de Café Philo. Nous avons une chanson fétiche. Nous l'avons appelée fétiche, non tant par les idées, mais plutôt dans la manière, parce que nous pensons que la figure de Che Guevara incarne l'engagement. Et nous pensons que l'engagement doit s'incarner pas seulement dans l'action, mais surtout et avant tout dans les idées. Nous vous invitons maintenant à auditionner et à visionner une nouvelle fois Café Philo, Hasta siempre el comandante de Julio César Barbosa, et nous vous revenons. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
gloriosa y fuerte. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. J'informe à ceux-là qui sont présents ici et qui nous regardent en ce moment que le Café Philo de ce soir et le Café Philo qui a eu lieu il y a de cela 8 jours s'inscrit dans, je dirais, dans la logique du 4e anniversaire de l'association culturelle Café Philo Haïti. Et pour le public qui est habitué à Café Philo, il sait très bien que tous les 19 décembre, pratiquement depuis 3 ans, on célèbre cette aventure dans laquelle nous nous engageons pour au moins dire à Haïti, pour au moins dire aux jeunes qu'il y a une autre façon de s'inscrire dans la jeunesse en Haïti. Cela s'inscrit également dans le sillage de la FILA. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui
qui ont déjà participé. Et c'est grâce justement au partenariat que nous avons eu avec la DNL lors de la FILA que nous avons eu la chance d'avoir ce soir l'invité dont je vais vous dévoiler le nom. Juste avant de vous laisser le soin de visionner le documentaire, j'aimerais vous inviter à faire une expérience de mémoire. Je rappelle à ceux-là qui le savent déjà qu'il y a un ami, un étudiant de l'Université d'État d'Haïti, qui est parti sous les balles assassines des bandits. Il s'agit bien de Stevenson Oxeus, qui il y a pratiquement une semaine, qui est mort des balles assassines dans la capitale. Une façon pour commémorer, une façon pour revendiquer la mémoire juvénile, une façon pour dire à ce pays qu'au-delà de l'intellectualité que nous nous revendiquons en Haïti, nous sommes sensibles à ce qui se fait dans le pays. Je vous invite maintenant, avant de passer au documentaire, de vous mettre debout en 1 minute pour saluer la mémoire de cet étudiant, de cet ami, de ce frère qui est parti avant nous et que nous rejoindrons à coup sûr à l'avenir. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Le café philo de ce soir porte sur l'identité. Pas l'identité au sens où nous l'avons entendu il y a de cela 15 jours. L'identité au sens de sensibilité, au sens esthétique du terme. À cet effet, nous avons, après avoir contacté l'intervenant de ce soir, nous avons, pour prétexter le café philo de ce soir, nous avons choisi un intervenant qui n'a pas l'habitude de fréquenter café philo, qui est à sa première participation. Mais bien avant de le présenter, je vais vous donner l'opportunité de le visionner au travers d'un documentaire d'une entrevue bien entendu, qui est conduite par Jean Fougère. Et ce documentaire, ou encore cette entrevue, s'étend sur exactement 9 minutes et 12 secondes. Après quoi, nous reviendrons avec la présentation de l'intervenant. Joël Desrosiers fait partie de cette lignée fascinante des écrivains médecins et il a publié récemment un livre qui s'appelle Théorie Caraïbe aux éditions Triptyque. Alors, c'est un recueil de textes et de l'avis de l'auteur lui-même, il dit que c'est une autobiographie littéraire dans laquelle on retrouve toutes sortes de choses. Alors, il y a des textes de commentaires sur ses collègues écrivains haïtiens, Jean Métellus, Franck Étienne, Gérard Étienne. Il y a aussi des commentaires sur sa propre œuvre qui sont faits soit par lui-même, soit par d'autres. Et puis, à la fin du livre, il y a des dialogues, des entrevues avec différents journalistes. Mais dans cette salsa de textes, il y a toujours les mêmes thèmes qui sont là. Alors, il est question d'exil, il est question de déracinement, il est question de mort, il est question de vie aussi. Il est surtout question de littérature, de langue et de mots. Parce que Joël Desrosiers, vous êtes un amoureux des mots, mais un amoureux tout à fait particulier. Il faut que les gens sachent que vos recueils précédents s'appelaient, il y a eu Tribu, il y a eu Savane, et là, il y a Théorie, et ce n'est pas du tout le sens que l'on connaît à Théorie. Vous creusez les mots, vous entrez dans les mots, vous allez dans leur histoire, vous allez jusqu'aux racines grecques, et là, vous construisez autour de ça. Alors, dites-nous ce que théorie veut dire d'abord. Vous avez sans doute raison, je suis un peu un fétichiste des mots. Théorie, le sens commun du mot, chacun le connaît, mais peu de gens savent qu'il y a effectivement un sens plus secret du mot. Au départ, le mot théorie signifie la procession, le défilé, le cortège, le culte et la fête. Hein, dans la Grèce antique, les gens, les villes envoyaient des théores, c'est-à-dire une députation, des députés aux fêtes antiques de ville en ville. Et donc, le mot a signifié donc la migration, le groupe d'hommes en mouvement, le passage d'un lieu à un autre. Et donc, cette évocation très sublime pour moi du mot théorie
je l'ai appliqué à ma propre situation, c'est-à-dire la naissance aux Antilles, à Haïti même, et cette migration au Québec. Alors, je suis devenu un théor, un peu comme Ulysse, vous savez, qui fait cette grande pérégrination, mais la différence que Ulysse retourne au lieu natal, c'est le retour au même, avec le risque de manquer la rencontre avec l'autre, hein, avec l'altérité, alors que dans ma poétique, puisqu'il s'agit également d'une poétique du déracinement, il s'agit de faire du déracinement une valeur positive, c'est-à-dire une capacité de s'ouvrir à cette rencontre avec l'autre. Donc la théorie caraïbe, c'est le groupe d'hommes en mouvement, de tous ces écrivains dont vous avez parlé, qui migrent vers le nord, hein, ce que j'appelle le désir d'hiver. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse la luxuriance, la végétalité, le vitalisme du sud, et qu'on migre vers les espaces continentaux, l'hiver, le froid, et je les ai tous appelés des gouverneurs de l'hiver. Oui. En référence, bien évidemment, au gouverneur de la Rosée. Et ces gens-là arrivent ici. Bon, j'aimerais qu'on parle un peu du regard que vous portez et que vos collègues, non seulement ceux qui existent aujourd'hui, mais ceux qui étaient avant vous. Parce que moi, j'ai compris en vous lisant que toute une partie, non seulement de l'histoire du Québec et du Canada, mais qu'une partie de l'histoire culturelle est intimement liée à Haïti. Le premier auteur de téléthéâtre au Québec était un Haïtien. Oui, c'est Wilson, hein, qui a produit le premier théâtre au Québec en 1957, à Québec même. Vous voyez comme c'est très émouvant, Roberto Wilson, de regretter mémoire. Ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'est que l'histoire de l'Amérique francophone est une histoire commune. Hein. Cette histoire est une histoire qui naît, bien évidemment, dans le ventre de l'Amérique, les Antilles. C'est là que la rencontre a eu lieu avec, bien évidemment, ses misères et ses grandeurs, mais qu'il y a une espèce de fil conducteur qui nous mène de cette première rencontre, de ce premier lieu de la rencontre, vers un appétit américain. Hein. J'ai essayé d'écrire un livre américain, hein, de me dire, bon, quelque chose se passe dans cette mutation culturelle qui fait que la plupart des hommes et des femmes aujourd'hui ne vivent pas là où ils sont nés. Hein. Nous sommes des espèces de mutants culturels. Donc, une espèce de double transgression du fait de laisser le lieu natal et de s'approprier un autre lieu et de dire c'est aussi mon lieu. Hein. Nous sommes désormais de tous les lieux où nous vivons et où nous avons vécu. Alors, ce que j'ai fait, je me suis posé la question sur ma présence ici. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il s'agit peut-être de quelque chose d'autobiographique. Et cette présence au Québec m'est apparue comme étant exemplaire, c'est-à-dire de plusieurs autres présences. Notamment, j'étais frappé par la vie de quelqu'un comme Jean-Jacques Audubon, John James Audubon, que tout le monde connaît. C'est le grand peintre des oiseaux d'Amérique, qui a des musées un petit peu partout aux États-Unis. En réalité, Audubon est né au Caille, dans ma ville natale, en Haïti, et a quitté cette ville à 10 ans, comme moi. Et je n'ai eu donc aucune difficulté à m'identifier à Audubon, puisqu'il a migré aux États-Unis, c'est-à-dire il a migré vers ces espaces continentaux. Et Audubon n'est pas seulement un peintre, il a écrit un livre qui s'appelle Le Journal du Missouri, qui est, si vous voulez, une chronique de ses pérégrinations de la Louisiane au Labrador et des Appalaches jusqu'aux Rocheuses. Et Audubon est pour moi cette figure emblématique de celui qui quitte le Sud pour embraser tout le Nord. Et je me suis mis dans les sentiers d'Audubon. Hein. Je me suis mis, et vous savez que son nom réel, c'est Jean-Jacques Fougère. Ça doit réveiller quelque chose chez vous. Sûrement une cuisse haïtienne. Je crois que vous avez sans doute une cuisse là-bas. Fougère, donc, c'est le nom de sa mère, qui est une métisse. Et Audubon est le nom du père. Jean-Jacques Fougère Audubon n'a été reconnu par son père que bien plus tard, à l'âge de 24 ans. Alors, tous ces écrivains que vous avez cités, y compris ma propre démarche, s'inscrivent au fond dans un transfert et dans une espèce d'appétit américain. Et j'ai tenté de voir comment cette hybridation, comment cette ouverture à l'autre peut aujourd'hui nous parler, nous faire signe. Oui. Il y a des choses. Bon, il y a un chapitre que je trouve magnifique dans votre livre qui s'appelle « Mourir, c'est beau ». Et vous, quand vous parlez tout à l'heure du ventre de l'Amérique, qui sont les Caraïbes, vous parlez à un moment donné que d'île en île, il y a une histoire qui s'est répétée, une histoire de violence, de destruction, et ça débouche sur une théorie de l'identité, et la théorie dans son sens théorie, c'est-à-dire que l'identité des Haïtiens est continuellement faite à partir de morts et elle est continuellement en train de se détruire elle-même.
Et c'est la non-identité, en fait, qui est l'identité. C'est ça que vous dites là-dedans. Oui, bon, j'aime bien cette façon que vous avez de résumer ce chapitre. Mourir est beau. Mourir est beau, c'est le titre de l'hymne national haïtien. C'est assez sublime. Mourir est beau. Parce que mourir signifiait, en fait, la vie dans la plantation était mourir. Et que la résistance à ce mourir-là était beau. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ce qui s'est passé, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que la lutte pour la vie dans ce lieu mythique qui est la plantation est une lutte à mort. C'est-à-dire qu'on dépouille l'esclave de toute son identité, c'est-à-dire qu'on le réduit à l'animalité première, et il tente dans une résistance massive, une résistance très humaine, de retrouver une identité humaine. C'est-à-dire l'histoire d'Haïti est cette histoire-là. Hein, il faut bien la comprendre comme non une histoire ethnique de première République noire, personnellement ça ne m'intéresse pas du tout, plutôt comme l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, il existe un petit peu partout en nous, n'est-ce pas, cette capacité au mal, cette capacité à asservir l'autre et à le réduire, n'est-ce pas, notre semblable à quelque chose, à l'animalité. Or, l'autre résiste et dit non. Donc, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que dans cette histoire-là, c'est une histoire qui nous dit comment les hommes résistent à l'oppression et à l'animalité, et comment les fondateurs de cette nation, de cet État-nation, ont mené deux guerres. Une première guerre contre le colon, c'est-à-dire contre le maître, celui qui voulait l'oppression et l'asservissement, et une deuxième guerre contre les fondamentalistes intégristes de l'identité. Oui. Si on veut... Alors, ça va très loin, là, et il faut lire le chapitre, je pense, pour le savoir. C'est un livre, moi, qui m'a fasciné, Joël Desrosiers, et je tiens à dire aux gens, j'ai compris en lisant ce livre-là que les chutes Niagara étaient intimement liées au Niger, à l'Afrique, et lorsqu'on va aux chutes Niagara se marier, c'est qu'on va célébrer le rite de la fécondité comme on le vit en Afrique. Écoutez, il y a des liens, là, à la fois dans les mots et souterrains avec la culture africaine qui sont extraordinaires ici même au Canada, et on les découvre en vous lisant. Alors, c'est publié aux éditions Triptyque, je rappelle le titre, Théorie Caraïbe, et l'auteur en est Joël Desrosiers. Je vous remercie de visionner le documentaire où l'invité qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir a livré sa compréhension à partir de son dernier texte d'alors. Je parle en l'occurrence de Théorie Caraïbe, de sa lecture sur Haïti. Alors, le café philo de ce soir porte, comme je venais de le dire tout à l'heure, sur l'identité. Alors, l'identité à partir d'un texte de l'auteur qui a été publié en 2013. Il s'agit bien de Joël Desrosiers, à qui Café Philo dit bonsoir. 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 À vous, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Et je me permets, bien avant de laisser le soin de bien pouvoir parler ce soir, de vous donner une idée de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Triptyque, comme on l'a si bien dit tout à l'heure dans le documentaire. C'est un ouvrage qui s'étend sur 328 pages et qui se sépare en 3 moments pratiquement et composé de 26 chapitres. À part l'ouvrage de Métaspora de Joël Desrosiers, il y a son dernier texte, Chaud, qui est un recueil de poèmes. Alors, il ne sera pas question ce soir de son recueil de poèmes, il sera question plus précisément de Métaspora, puisqu'il, comme il vous a été envoyé par le biais des SMS, que Métaspora fera l'objet du café philo de ce soir. Alors, si l'on parle un peu de Métaspora, on doit dire que Métaspora est un livre qui saisit l'identité à partir de la sensibilité et de l'émotion pour rester plus fidèle à la pensée de l'auteur. Le regard que livre Joël Desrosiers dans son texte, c'est un regard qui allie aussi bien les expériences littéraires que les expériences philosophiques, aussi bien la démarche scientifique à proprement parler et le vécu quotidien. Ordinairement, à Café Philo, on laisse le soin à l'intervenant de pouvoir parler plus longuement, et dans le souci de connaître l'intervenant ce soir, nous avons choisi de, ne serait-ce que de manière très limitée, d'engager un entretien avec l'intervenant.
Et j'espère qu'il va comprendre cela. Et c'est pour cette raison que c'est la question qui saute aux yeux quand on s'adresse à un auteur. Pourquoi métaspora? Parce que ordinairement, pour les Haïtiens qui laissent Haïti, qui partent d'Haïti pour venir à l'étranger, lorsqu'ils regardent Haïti, ils voient Haïti du lieu du dehors. Alors la première question, Joël, d'où est venue l'idée de métaspora? D'abord, bonsoir et merci de me recevoir à votre émission. J'étais très ému de revoir ce petit extrait qui date des années 90, fin des années 90, où on voit mon enthousiasme pour ce premier essai. Et j'étais accompagné d'une jeune femme en rouge que vous avez sans doute reconnue. C'était Michaëlle Jean, qui n'était pas encore la gouverneure générale du Canada, mais une journaliste à Radio-Canada. Et ça se passait à la grande bibliothèque de Montréal à l'époque, dans un décor assez chaleureux de bois. Et curieusement, il y a des espèces de passerelles entre cette entrevue et l'hymne national que vous avez fait jouer avant, sur la question de la patrie, sur la question des identités, sur la question de la mort, mourir est beau, que j'ai abordé un peu sans le savoir que vous alliez faire jouer l'hymne dessalinienne, que j'ai appelé Mourir est beau, au lieu de l'appeler la dessalinienne. Pourquoi métaspora? Métaspora m'a été donné par les nombreux patients, les nombreuses personnes que j'ai rencontrées. Je l'ai puisé également dans mon travail professionnel comme psychiatre et psychanalyste, et également dans mon rapport à la poésie comme étant un décentrement, un décentrement par rapport au langage commun. Il existe dans ma position, dans ma posture, une quête de légitimité et de vérité de la parole littéraire. Donc il m'a semblé que je pouvais tirer des rationalités scientifiques qui sont en général vigoureuses. Je pouvais tirer de ces rationalités de véritables sensualités. C'est-à-dire que je pouvais faire un peu faire jouer la tension entre un pôle scientifique et rationnel de mon travail et un pôle subjectif, émotionnel, qui consiste à écouter les souffrances de quantité de gens qui sont déplacés, qui sont égarés. J'aime beaucoup le mot égaré, j'en parlais cet après-midi, j'en suis un égaré, pour faire de cet égarement non pas une perte, non pas une fascination pour la nostalgie et le déracinement, mais comme ce que dit le sous-titre ici, une forme du discours, un devenir esthétique. Vous connaissez bien sûr la métaspora puisque vous connaissez la diaspora. La diaspora étant la dispersion du désir, la dispersion forcée de personnes, de sujets, d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été déportés en Amérique. C'est notre sort d'avoir subi une espèce de perte, alors que la métaspora, méta signifie au-delà, par-dessus, avec, ensuite, entre, et si bien que la métaspora, c'est quelque chose qui vient après. Quelque chose qui vient après, mais qui tient compte aussi de ce phénomène de perte essentielle et de cette reconstruction identitaire qui, curieusement, ne s'attache pas du tout au lieu commun de l'identité. Ce qui m'a frappé chez ces gens qui m'ont fait don de leur intimité, c'est le sous-titre du livre, Essai sur les patries intimes, c'est le fait que beaucoup de ces gens, y compris moi-même, et sans doute y compris vous et ceux qui nous écoutent, nous constituons désormais non plus des attachements passionnels à des figures d'autorité, de nation et de patrie, mais des constructions bien plus complexes qui s'articulent sur différents espaces, sur différentes géographies, sur des musiques, sur des langues, sur des voyages, sur des amours, sur non pas des absences, mais des éloignements à géométrie variable, avec des loyautés, des déloyautés. Et ce mouvement-là qui naît au sein de la globalisation du monde,
au sein de l'hybridité du monde, ce mouvement-là, eh bien, il tient compte désormais du fait que chacun de nous, nous pouvons devenir des artistes, c'est-à-dire être responsable de notre devenir esthétique. Chacun est responsable de son devenir esthétique. Chacun est responsable également par un souci de l'autre, et c'est ce qui m'apparaît être important, d'une éthique qui n'est plus politique, qui n'est plus nationale, qui n'est plus raciale ou religieuse. C'est ça la métaspora, c'est une véritable demande d'étrangeté, d'accepter l'incertitude, d'accepter que tout sol natal peut devenir étranger. Nous le voyons avec les Dominicains d'origine haïtienne, nous le voyons aussi ailleurs dans le monde. Un sol natal, le nôtre aussi, Haïti, peut devenir étranger. Et je disais à des étudiants cet après-midi que la plus grande erreur que nous faisons, et c'est la première dont découlent toutes les autres, est de croire que nous avons un chez-soi. Tout à fait. La psychanalyse nous montre bien évidemment qu'il vaut mieux être hors de soi que d'être chez soi. Chez soi, c'est fragile et précaire, ça ne correspond à quelque chose qui peut disparaître à tout moment. Voilà d'où vient la métaspora. La deuxième, il s'est trouvé en parcourant ton texte que j'ai fait le lien entre le métaspora et deux phénomènes qui ont eu lieu en Occident notamment. Je pense au romantisme et je pense à sa résurgence dans la postmodernité. Je me suis dit, en lisant ton texte, que est-ce que métaspora ne fait pas l'éloge de l'impuissance? Est-ce que, au-delà du constat d'échec au monde, est-ce que dans le texte, il n'y a pas, je dirais, un éloge, je dirais, de l'impuissance? Ou encore, est-ce que dans ce texte-là, pour finir, est-ce que dans ce texte-là, on ne sent pas qu'on est perdu et qu'on doit se laisser aller? Non, pas du tout. Être égaré, c'est pas du tout dans le sens de perdre son chemin. Être égaré, c'est dans le sens plus sacré du terme, bon, encore qu'on puisse perdre son chemin, et c'est très bien ainsi, puisque quand on perd son chemin, on est égaré, on découvre d'autres chemins. C'est déjà pas mal. Être égaré, c'est peut-être dans le sens biblique du terme, ça veut dire la brebis égarée, c'est-à-dire la brebis qui abandonne le troupeau et prend un chemin de traverse. Et c'est cette figure-là du sujet radicalement qui prend un chemin de traverse qui m'intéresse. Je crois que chaque sujet humain est capable, non pas d'impuissance, mais de penser qu'un terme est une action dans le monde. Nous vivons aujourd'hui une misère de l'histoire. Je crois que nous sommes à la veille d'une 3e guerre mondiale. Le XXe siècle a été témoin de 2 guerres mondiales, de dictatures, de déplacements violents et de guerres nucléaires. Alors que le 3e, là, est sous nos yeux, dans un affrontement d'identités meurtrières, ensanglanté, sacré. Nous vivons un monde d'abjection, où tous les jours à la télévision nous voyons des décapitations, nous voyons des viols, des violences de toutes sortes, nous voyons des enfants qui meurent sur les plages, et cette situation se fait au nom d'identités fétichisées et sacrées. Depuis Malouf, nous les appelons des identités meurtrières, mais elles sont au-delà de meurtrières. Je les appelle des identités abjectes, dans le sens de pousser le monde à un affrontement qui, cette fois-ci, risque d'être fatal. Alors, si bien que, loin d'être une impuissance, c'est un pessimisme, oui, tout à fait, c'est pas la même chose. C'est une mélancolie profonde, mais nous savons depuis nos valises que les mélancolies sont porteuses de fécondité, elles sont porteuses de cycles et de renouvellement. C'est sans doute au sein de cette misère de l'histoire, notamment ici en Haïti, où nous vivons une espèce de fin de règne et de fin catastrophique du politique, en souhaitant l'émergence d'une éthique, c'est-à-dire non plus des combinaisons à n'en plus finir
magouilles qui n'aboutissent à rien, mais d'un souci de l'autre, au-delà des lieux communs identitaires contre lesquels je m'élève depuis de nombreuses années. Je comprends parfaitement. D'ailleurs, je vais revenir encore une fois à ton texte. Je vois que tu as fait appel à des expériences, je dirais, multiples. Tu fais appel à des expériences médicales, des expériences de cinéma, des expériences de littérature, de musique, de transhumance. Est-ce que selon toi, ces expériences auxquelles tu as fait appel dans ton texte sont autant de témoins de la condition métaphorique? Tout à fait. Je suis quelqu'un qui, de par ma position de poète, je suis un artiste. C'est-à-dire que même quand je suis dans mon métier de psychiatre, j'enseigne à l'université, j'enseigne dans les instituts de psychanalyse, je demeure un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui crée, un poète. Et je suis un amateur de récit. Toute souffrance humaine est en quête d'un récit. Seul un récit humanise la souffrance humaine. Autrement, elle reste indicible, elle reste sans mots. Alors, toutes ces expériences sensuelles dont vous parlez, la musique, la cuisine, la peinture, la danse, la littérature également, c'en est une. Toutes ces expériences cognitives aussi, c'est-à-dire qui nous permettent de penser mieux, je les ai rassemblées dans ce livre avec un fil conducteur, celui de tenter de dire mon propre statut dans le monde est en résonance avec le statut de tant de gens que j'ai rencontrés, de tant de gens qui m'ont confié ce qu'ils avaient de plus intime. C'est pour cela que je prétends que non seulement la métaspora est une forme du discours, parce qu'elle intègre désormais le sujet en tant que fragilisé, en tant que précaire, en tant qu'étranger à lui-même. Je crois que c'est cela qui m'apparaît radicalement fondamental, que dans la pensée afro-caribéenne aujourd'hui, nous pouvons introduire, grâce au phénomène de globalisation, de déplacement, de délocalisation, nous pouvons penser cette délocalisation dans une double absence. J'ai quitté le pays natal enfant, j'ai fait de la caille la figure la plus émouvante de ma poésie. La caille étant, comme vous le savez, non seulement le nom d'une ville, les Cailles, mais étant ces milliers d'îlots qui entourent l'île d'Haïti, et toutes les grandes îles de la Caraïbe sont entourées de milliers de petits îlots qui apparaissent et disparaissent au gré des flots. Et pour les Taïnos, pour les Amérindiens, les premiers habitants de cette région, c'était des lieux sacrés. La caille, pour moi, correspond effectivement à quelque chose d'extrêmement précaire, mais en même temps d'une grande résistance. Alors, si bien que cette vigueur, à la fois de la science et la puissance de la poésie, sont corrélées, sont annexées afin de promouvoir une vision du monde qui liquide littéralement les identités. La métaspora, c'est une liquidation des identités. Elle n'est pas anti-nostalgique, parce que Dieu sait combien les nostalgies peuvent être douces. Comment on peut aimer pleurer sur soi et ce qu'on a perdu. Mais elle transcende cette nostalgie, elle la dépasse, elle réclame également de cette absence une double assignation. Si moi je suis absent du pays, vous êtes absent de moi. Vous souffrez de mon absence. Je souffre de la vôtre et vous souffrez de la mienne. C'est cette double absence qui nous permet de reconnaître un lien d'humanisation, un lien de douceur, un lien d'amour qui dépasse totalement les questions de diaspora qui fait partie désormais du vocabulaire créole comme une insulte. On m'a insulté à plusieurs reprises dans le pays de diaspora. Je me suis vengé, j'ai écrit Métaspora. Oui, et en t'écoutant, ça me fait penser à la proposition de Ralph
par rapport à ce qu'il comprend d'Haïti. Pour lui, un Haïtien, saisir Haïtien, c'est saisir Haïti de l'étranger. Au sens où, oui, j'aime bien Haïti n'est l'idée. pas un terroir, mais Haïtien, c'est Oui. son rapport à l'autre. Oui, d'une part, saisir Haïti de l'étranger, c'est très joli, parce que ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a plus d'étrangers. L'étranger est en soi. C'est saisir Haïti d'une position d'étrangeté. Tout à fait, tout à Voilà, fait. de l'étrangeté en soi. Et donc, c'est de là qu'on évite les dénégations, on évite les violences, on évite les effondrements politiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je dirais que la métaspora, aujourd'hui, m'apparaît être d'une grande santé. Je viens vous apporter quelque chose d'une grande santé. C'est-à-dire une poétique de la bravoure, de la célébration, des louanges, de la présence. Voilà, Tout à fait. de la présence. Et cette présence, elle évite de sanctifier un lieu. Parce que la Caraïbe, elle n'est pas liée à une insularité. Elle déborde complètement sa géographie. Elle est partout, dans la Caraïbe et en dehors de la Caraïbe. Je vais, pour alimenter la discussion, lire un passage de ton texte. Et c'est le 19e chapitre que je vais prélever. C'est le chapitre dans lequel tu as accordé une interview à Pierre Clitante, qui est un journaliste reconnu d'Haïti, où tu as dit ceci. Qui est également un romancier. Oui, tout à fait. Les cathédrales du mois d'août. Il est aussi un créateur. Un créateur, oui. Tu as dit ceci. Et Pierre Clitante t'a posé la question. Ainsi, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux écrivains qui vivent à leur manière l'antinaïté contemporaine, Joël Desrosiers et Emeline Pierre. Le premier est haïtien québécois, la deuxième guadeloupéenne française. Ils ont des attaches en Haïti par l'héritage du sang ou par la naissance sur cette terre. Il me semble que c'est à partir de là, en ses origines particulières, qu'on doit commencer par connaître leur écriture. Voilà comment tu as répondu à la mise en train. En réalité, ce n'est pas une question, mais c'est une façon d'introduire la conversation. Tu as répondu ceci. Je cherche autour de moi quelques assises, quelques aspérités, d'où lancer l'étrange exploration des dessous de l'écriture à laquelle vous me conviez, soit une expérience vécue, soit un appui technique hors du seul champ littéraire. Ma vie et mon écriture s'autorisent de la position insolite du poète dans le monde contemporain. Autant dire que je me laisse porter par le jeu poétique entre lettres et sciences. Suivez mon regard, téléspectateurs et public de Café Philo. Victor Klowski disait que pour pouvoir écrire, il faut une autre profession, hormis la littérature. Parce qu'un professionnel, quelqu'un qui possède un métier, qui décrit les choses à sa manière propre, et c'est cela qui est intéressant. Ma question, à partir de la première réponse que tu as formulée à Pierre Clitante, est ceci. Est-ce que, d'après toi, c'est une façon de dire au poète que l'activité littéraire est une expérience inaccomplie ou incomplète sans le recours aux autres incursions intellectuelles? Je pense notamment à la science ou plus largement à la philosophie. Oui. Je crois que nous vivons aujourd'hui une sorte de troisième renaissance. La première, celle du XVIIe siècle. La deuxième, celle du XXe, avec l'éruption de la science. Et la troisième, celle du XXIe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes de lettres reviennent, les hommes et les femmes de lettres reviennent à ce qui aurait toujours dû être, c'est-à-dire réduire les écarts entre la science et l'art. Cette réduction des écarts nous permet de promouvoir une vision du monde respectant sa complexité. Les hommes du XIXe siècle, même ceux de la Renaissance, étaient férus de science, comme vous le savez. Tout à fait. Il existe un genre qu'on appelait la poésie scientifique. Fracastor, par exemple, a écrit un grand poème qui s'appelle Syphilis,
le nom d'un berger, le mâle français, Syphilis, qui a donné le nom à une maladie. Dans Syphilis, le mâle français, Fracastor, qui était poète et médecin, a décrit le gaillac, le bois gaillac que nous connaissons tous, titre d'ailleurs d'un de mes recueils, a décrit le bois gaillac qui était utilisé à l'époque comme la panacée, comme étant le médicament qui allait guérir de tout, des maladies d'amour comme des maladies physiques. Rabelais, qui était professeur de chirurgie à Lyon, s'est accaparé du gaillac pour en faire la panacée. Ceci signifie que de tout temps, dès le début de l'Antiquité, Cels, Paracels, les hommes de lettres étaient aussi des hommes de science. Flaubert, par exemple, avait un père médecin et Flaubert a passé sa vie à l'hôpital, puisqu'à l'époque, les médecins habitaient dans l'hôpital. Les descriptions extrêmement précises des paysages et des atmosphères de Flaubert révèlent un travail de documentation. Pour écrire Salammbô, par exemple, Flaubert a accumulé plus de 1500 extraits de livres, de documentation, etc., ne serait-ce que dans le drapé des tuniques de l'époque. Proust, dont le père était médecin, Proust était malade, était asthmatique. La phrase proustienne que vous connaissez, cette grande phrase qui nous épuise et qui nous rend asthmatiques, est un exemple de l'art d'un écrivain qui nous fait vivre sa maladie en nous essoufflant comme il l'a été lui-même. Jacques Roumain, dans Les gouverneurs de la Rosée, commence son livre par cet incipit célèbre « Nous mourrons tous ». Ce n'est pas seulement une fatalité qu'il annonce, il annonce sa propre mort. Quand il écrit ce livre, il est atteint de leucémie. Il sait qu'il n'y échappera pas. Et donc, Jacques-Stéphane Alexis, qui a parlé, qui était également médecin et écrivain, qui, dans de nombreux de ses romans, introduit la science, notamment les crises d'épilepsie. Tout à fait, tout à fait. D'Hilarion ou de je ne sais plus quel autre personnage. Enfin, tout ceci pour vous dire que la science... Et il faut relire le discours de Stockholm de Saint John Perse à cet effet, qui était un magnifique discours sur les rapports, sur la tension dynamique entre science et littérature. Saint John Perse nous le dit qu'en fait, la science est la poésie des faits. Et qu'il n'y a aucune... Nous sommes, dit-il dans ce discours, je le cite de mémoire, l'homme de science et l'homme de lettres, le savant et l'homme de lettres, deux aveugles qui cheminent dans un monde complexe et inconnu. Et je crois que cette modestie-là, elle est noble et fait de la littérature un corps vivant, et non une pure fiction, une pure abstraction d'homme de lettres, etc. Saint John Perse, par exemple, et je crois que c'est une position qui me parle beaucoup, était beaucoup... Nietzsche également le dit dans de nombreux écrits, l'importance de cette volupté scientifique et rationnelle, si on peut dire cela. Et ça revient, ça me fait penser aussi, pendant que j'y pense, à Martial, poète latin, qui disait « La raison est la plus belle des émotions ». Et donc, il n'y a pas de contradiction entre science et littérature. Au contraire, les poètes, les écrivains de ce jour, d'aujourd'hui, doivent revenir à cette renaissance, doivent revenir à cette compénétration en raison des mondes de plus en plus complexes, et la science nous propose d'extraordinaires visions, d'extraordinaires prophéties et de très beaux poèmes. Autrement dit, selon toi, la poésie ne peut à elle seule dire le monde sans les autres incursions. Tout à fait, parce qu'elle ne serait qu'une autocratie, qu'une poésie autoréférentielle qui se désincarnerait
dans un fétichisme du poème, et chacun sait que la poésie n'est pas dans le poème. La poésie est partout, sauf dans le poème. Tout à fait. J'ai deux petites questions pour toi, après quoi on va prendre la pause. Je sais que tu es haïtien d'origine, je ne sais pas si tu l'es encore, permets-moi. Alors, en général, quand on parle d'Haïti... Ça me conduit à boire un peu d'eau. Oui. En général, je suis taquin, et les habitués de Café Philo le connaissent très bien. Il y a cette prégnance du tragique haïtien. Cette prégnance, c'est-à-dire cette façon de voir Haïti autrement que dans cette perpétuation de ce que l'on voit, de ce que l'on observe, c'est-à-dire ce que l'on voit en Haïti. Est-ce que selon toi, à partir de la métaspora, la mise à nu de cette condition métasporique peut déboucher ou peut nous conduire à une éthique de la joie pour nous Haïtiens? Est-ce qu'en lisant Métaspora, nous pouvons quand même, après l'avoir lu, nous dire que comme nous sommes, comme nous nous sentons prisonniers, comme nous sentons cette condition d'étrangeté, nous pouvons en dégager une certaine joie pour vivre? Je vous remercie de cette question parce qu'elle me touche énormément, la question du bonheur des peuples. Je suis à Haïti, je repars demain, et chaque fois que je reprends l'avion, je pleure. Ça dure quelques minutes, mais je pleure chaque fois que l'avion décolle. Allez savoir pourquoi. Je pleure depuis que je suis revenu à Haïti après de nombreuses années, naturellement, pour toutes sortes de raisons, que j'avais dû quitter enfant, donc je suis rentré tardivement. Je pleure parce que je ne pleure pas de partir, je pleure parce qu'on ne part pas. Voilà, c'est Rimbaud qui le dit. Parce que ce n'est pas normal d'avoir des gens d'une telle qualité. Et je parle de qualité psychique de l'haïtien. Je soigne beaucoup d'haïtiens au Québec, de toutes sortes d'ailleurs, de toutes sortes de monde. Je suis extrêmement frappé par la qualité humaine de l'haïtien. Voilà, je suis extrêmement bouleversé de voir des gens d'une telle qualité, d'une telle générosité, d'une telle capacité à faire des liens, à la symbolisation. Bref, un peuple d'artistes véritablement vivre dans des conditions qui m'apparaissent insupportables. Voilà. Donc, la joie de vivre, le rapport au malheur. Ce matin, je rentrais de Léogane, où j'étais allé dans les champs de canne et chercher un peu de tafia dans les guildives. C'est magnifique, les champs de canne à Léogane. Près de la mer, c'est de toute beauté. Et j'avais un ami là qui a un moulin à canne et dont on extrait le tafia. Et tout autour, la bagasse a pris feu. Ça a duré 1 mois. Dans n'importe quel pays, ça aurait été une catastrophe pour lui. Tout à fait. Tout à fait. Ça a duré 1 mois. Mais lui, il a fait venir des ouvriers pendant le feu, qui couvent toujours d'ailleurs. Il y a des endroits où il y a encore un peu de feu sous la bagasse. Il y a des cendres chaudes encore. C'était des monceaux, des accumulations énormes. Eh bien, il faisait travailler des gens, des équipes de nuit et jour, pour livrer le tafia, pour continuer la bataille. Et j'ai rencontré des scènes tout à l'heure, là, hier, des ramasseuses, des lieuses. Vous savez, ces femmes qui lient les cannes avec des lianes, et les enfants. Exactement une scène coloniale que j'ai vue dans des gravures. Et j'ai vu leur détermination, j'ai vu leur dignité, leur capacité à faire face au malheur, à une destruction qui aurait cassé les reins de n'importe qui d'autre. Voilà ce peuple à qui j'ai affaire. Je les vois au Québec aussi, dans des circonstances difficiles, dans des accumulations de violence, de traumatisme, d'états de stress, d'anxiété, de dépression, de perte, de problèmes financiers, de séparation. Je les vois aussi dans des problèmes d'identité, parce que beaucoup d'entre nous, des Haïtiens, des Haïtiennes, quittent Haïti avec d'autres noms.
Hein, j'ai dû prendre le nom de ma marraine pour quitter, etc. Maintenant que mon père a un héritage, je ne peux pas le réclamer parce que j'ai un autre nom, je ne peux pas modifier mon nom. Ce sont de véritables étrangers sans nom ni face, parce que ce sont des situations qui, en dépit de cela, il y a cette qualité humaine exceptionnelle chez l'haïtien. Je le dis avec force, vraiment pour que vous le sentiez. Il y a des gens qui reçoivent un coup de balai sur la tête et s'effondrent. Hein, c'est la fin du monde. L'haïtienne, en particulier l'haïtienne, c'est un coup de canon qu'il faut qu'elle reçoive pour s'effondrer. Et encore, elle se relève. C'est une capacité exceptionnelle sur le plan psychique, sur le plan des structures psychiques. Donc, voilà cette joie possible qui viendra, j'en suis sûr. Je suis convaincu que nous arrivons à un moment particulier de l'histoire contemporaine haïtienne. Ça doit peut-être vous paraître étrange que quelqu'un qui ne vit pas dans le pays puisse vous le dire avec beaucoup de naïveté. Hein, c'est sans doute chez moi une espèce de spontanéité, mais je le dirai comme cela, comme ça me vient, à savoir que nous arrivons vraiment à une rupture historique et quelque chose émergera dans cette joie, dans le bonheur des nations, car ce peuple mérite vraiment, pas seulement à cause de son passé glorieux, à cause de sa passion pour la liberté, mais ce peuple mérite vraiment quelque chose, parce que c'est un peuple d'artistes. C'est un peuple qui symbolise. C'est un peuple qui, face au malheur, est capable de rire. Et en revenant de Léogane, j'entends un boum dans la voiture qui vient en face. Le pneu s'est brisé. Et la voiture s'est écrasée sur le sol. Le chauffeur, il sort de la voiture et éclate de rire. Il éclate de rire. Je l'ai entendu, je m'éloignais, je conduisais, je l'ai entendu rire, mais des rires francs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Et c'est anecdotique, mais ça dit tout de ces capacités-là. Ça dit aussi beaucoup des puissances dont parlent beaucoup de gens sur le plan de la peinture, de la musique. Hein? J'ai parlé dans Théorie Caraïbe, dans Métaspora, d'un artiste, Wyclef Jean, qui voulait devenir candidat à la présidence et qui a échoué. Mais j'en ai parlé en utilisant la philosophie. Hein, Jacques Rancière, puisque je suis ici à Café Philo, c'est-à-dire le rapport entre éthique, esthétique et politique, entre musique et politique. Hein, de quelle légitimité un artiste se réclame, s'autorise pour réclamer la plus grande magistrature dans un pays où il ne vivait pas. Hein. C'est le paradoxe de cette candidature qui est fascinante à étudier sur le plan philosophique. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour finir, cela m'a fait penser à tout le travail de Georges Anglade, d'ailleurs, qui a qualifié cette façon de voir, cette façon par les Haïtiens de saisir le monde, d'affronter les difficultés sous le concept de rire haïtien, de Haitian Laughter. Je te remercie. Et merci. Et ce soir, nous accueillons Joël Desrosiers autour de son livre Métaspora. Une courte pause musicale et nous revenons pour les questions. Je vous remercie.
De retour après la courte pause musicale, vous le savez bien, à Café Philo, il n'y a pas que l'intervention de l'intervenant, si je me permets la tautologie, il y a aussi les réactions. Alors j'aime toujours dire, quand je prends position, que ce soit comme interrogateur, que ce soit comme modérateur à Café Philo, que à cette phase, c'est la contradiction. C'est les préoccupations, c'est cette phase que j'appelle la phase belliqueuse à Café Philo. J'ai sous mes yeux 10 interventions qui se répartissent en 3 séries. Nous avons une première série qui se compose de Noël Isaac, de Tineg et de Kirby. Je suis très ému ce soir, très content, très enthousiasmé et je prends le plaisir de féliciter maman et papa qui fêtent leur 30e anniversaire de mariage. Ça me fait vraiment plaisir et que je dois continuer sur ce chemin et que je lance un message à tous les jeunes ici présents. Je félicite M. Desrosiers et je dois aussi féliciter une fille qui me pousse à réfléchir dans une relation sentimentale vraiment extraordinaire. Didi, je te salue. Métaspora me pousse à dire que, M. Desrosiers, tout ce qui occasionne la rupture doit vous rendre plus solide. Parce que l'hypocrisie disparaît, il n'y a que son originalité, son identité qui reste. L'épreuve est une nouvelle nature. Question. Parler d'une 3e guerre mondiale, d'après vous,
N'est-ce pas une bataille entre l'Orient et l'Occident, puisque le nouvel ordre mondial doit implanter? Je pense que ce sont des stratégies pour garder le maintien du pouvoir de l'Occident. Monsieur Joël Desrosiers, je vous remercie de votre présence et je salue mon ami Casimir. Avec ou sans le nom, c'est mon ami. Mais, monsieur Desrosiers, je veux savoir, ce que vous défendez, ce mal du pays, n'est-il pas né de l'exil? Parce que moi, je n'ai pas été en exil, mais pour me faire plaisir à tous les amis linguistes, pour me parler en petit créole, je vais vivre Saint-Domingue pendant quelques temps. Ce mal du pays m'a rattrapé. Ne retrouve-t-on pas ce mal du pays en vivant à l'extérieur, en vivant loin de ses proches, en vivant une vie qui n'est pas la nôtre, dans une culture différente, où l'on devient nostalgique, où l'on veut retrouver l'odeur du café, comme dirait notre cher Dany. Et ne devons-nous pas pardonner à ceux qui n'ont rien connu d'autre que la culture haïtienne, leur ignorance et le fait qu'ils vous appellent diaspora? Revenez-nous avec ce mal du pays. Merci. Je suis content d'être là pour plusieurs raisons et d'être venu immédiatement après la première question. Moi, je m'arroge le droit un tout petit peu de répondre ou de donner une participation à la réponse que va donner M. Desrosiers et à la dernière question notamment qui dit est-ce pas le mal de l'exil? Moi, je ne pense pas. Et je crois qu'à partir de son livre, que j'ai entendu la première présentation l'année dernière dans Fila, vous étiez l'invité à cette époque, je ne pense pas qu'il s'agisse seulement d'une question d'exil. Moi, je porte un lieu qui est le Port-au-Prince d'avant le 2 janvier. Et là, il y a des paramètres, il y a des lieux qui m'ont manqué et que je porte encore très fortement en moi. Je ne pense pas qu'il s'agirait simplement de questions d'exil, de dépassement ou de déplacement. Moi, je voudrais demander à M. Desrosiers, est-ce que Métaspora ne serait pas un tout petit peu dans la ligne droite de ce que fait la mondialisation, de ce que fait la globalisation, c'est-à-dire faire que l'homme ne se sente plus chez lui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de patrie fixée, patrie délimitée, mais plutôt qu'on est dans un monde englobé, un monde global, donc un monde où il n'y a plus d'étrangers. C'est-à-dire, est-ce que nous ne serions pas dans cette rhétorique ou dans cette pensée qui ferait croire à l'homme qu'il est partout chez lui, or, tant qu'on n'a pas le capital, on n'est nulle part effectivement. Voilà la question. S'il y a une inquiétude réelle d'une troisième guerre mondiale larvée, vous savez comment elles commencent ces guerres en général, ce sont par des événements relativement insignifiants, c'est que ce n'est pas un conflit de culture, vraiment. Ce n'est pas l'Occident qui affronte l'Orient. C'est, à mon sens, les peuples qui font appel à ce que j'appelle les idéologies dominées. Les grands récits, comme vous le savez, sont devenus caducs. Les grandes explications, les grandes mythologies sont devenues impuissante à dire le monde. Pourtant, certains peuples ou certaines régions du monde font encore appel à ces grands récits sacrés et fétichisés dans un mouvement où se mêlent sacralisation de la terre, sacrifice et corruption. Et je dirais corruption de la vie, c'est-à-dire dans une passion pour la mort. Je crois que c'est ce qui frappe aujourd'hui, par exemple, chez les jeunes djihadistes qui vont faire le djihad, qui reviennent en Occident, porter la mort à leurs semblables. Voilà. Est-ce que c'est une stratégie? Je ne crois pas. Je crois que les Occidentaux sont en train de vivre une angoisse. Ce que j'appelle, il y a eu le fardeau de l'homme blanc, maintenant il y a la peur de l'homme blanc. Une véritable angoisse où il n'y a plus de repères, de discours
qui unifie, notamment sur la question de l'étranger. On voit en France les législatives qui viennent d'avoir lieu, en dépit d'une rhétorique simplificatrice, la droite française, le Front National, n'a pas réussi à élire au second tour, à être élu dans une région. Ce qui signifie qu'en réalité, la question de l'étranger se pose au cœur de l'Europe. Elle se pose pas seulement au cœur de l'Europe, elle se pose dans la Caraïbe. Les Haïtiens, par exemple, sont des étrangers dans toute la Caraïbe, étrangers en République dominicaine, étrangers à la Martinique et en Guadeloupe, étrangers en Guyane. Il y a étrangers aux Bahamas. Donc il n'y a pas du tout, à mon sens, des stratégies dominatrices sûres d'elles. Il y a plutôt un véritable effondrement de ces grands récits unificateurs, de ces grands récits humanistes. L'Europe, l'Occident est en train de perdre pied et peut entraîner les peuples dans une conflagration sous prétexte de conflit de culture. Vous savez parfaitement que la culture islamique, musulmane, a fait partie pendant longtemps de l'Europe. C'est une chose connue, historique. Donc il n'y a pas de conflit de culture. Les Maïmonides, Averroès, des grands philosophes arabes ont traduit des textes grecs par lesquels l'Occident a pu créer cette renaissance dont je parlais à l'instant. Donc il y a une compénétration des cultures autour de la Méditerranée. Constantinople a été, on parlait l'arabe dans les ports de Venise au XVe siècle. Si bien que de conflit de culture, c'est une illustration fausse et superficielle des civilisations autour de la Méditerranée. Nous, dans la Méditerranée caribéenne, dans la Méditerranée antillaise, les conflits de culture s'exacerbent en raison de la migration des communautés haïtiennes dans toutes les îles de la Caraïbe, y compris dans les îles anglophones. Il n'y a pas un endroit de la Caraïbe où je suis allé où je n'ai pas rencontré des Haïtiens. Autant à Sainte-Lucie qu'à la Dominique, qu'à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Jamaïque, partout. La deuxième question, c'est celle du mal du pays et de l'exil. La question, vous me demandez de pardonner aux Haïtiens qui n'ont pas connu l'exil, leur ignorance, et vous me demandez de revenir avec le mal du pays. Mais je n'ai pas mal, je n'ai pas le mal du pays. J'ai mal au pays. Ce n'est pas la même chose. Et pardonner cette ignorance, non. Parce qu'il n'y a plus d'ignorance. Les réseaux médiatisés, l'hyper-relative absence de temps et d'espace dans les échanges font que nul n'ignore ce qui se passe ailleurs. Nous savons tous tout ce qui se passe partout dans le monde. Car la nostalgie, c'est le mot nostos et algos, c'est j'ignore la douleur de l'autre. Vous savez comment ce mot a été créé. J'ignore ce qui se passe dans le village à côté. J'en suis nostalgique. C'est ce que ça veut dire nostalgie. C'est une douleur de l'ignorance, justement. La douleur de ne pas savoir. C'est un médecin suisse qui a inventé le mot nostalgie. Il voulait parler de la souffrance des étudiants zurichois qui étaient allés étudier à Berne. Dans le même pays, les deux villes sont distantes de 125 km. C'est comme si des étudiants de la ville d'Écailles venaient étudier à Port-au-Prince et souffraient du mal du pays, dans le même pays. Et c'est comme ça que le mot nostalgie a été créé, pour parler non pas d'exil, non pas de traumatisme, non pas de quoi que ce soit, mais d'une minime distance. On voit bien qu'il s'agit d'une perception de la souffrance. Revenez, oui, je reviendrai, je reviens régulièrement,
mais je reviens avec au cœur autre chose que des traumatismes de l'exil, qui, ma foi, je ne suis pas en exil. Je n'ai pas ce sentiment-là du tout. J'ai le sentiment, au contraire, de travailler auprès des communautés migrantes au Québec, très souvent en Haïti même, puisque les interactions sont très intenses. L'autre question, c'est si la métaspora ne correspond pas en fait à une stratégie au sein des globalisations permettant l'abolition de la patrie, si bien que chacun deviendrait et qu'il n'y aurait plus d'étrangers. Eh bien, effectivement, il y a la question de la patrie. Dans votre hymne patriotique dessalinien, il y a là un vers où il est question de mourir pour la patrie. Or, je ne vous l'ai pas dit, quand j'ai parlé de patries intimes, c'est une citation de Jorge Luis Borges et également d'Aimé Césaire, qui parle de patries intimes au pluriel. De patrie d'abord, au pluriel, et d'intime. Ce qui apparaît être un oxymore, c'est-à-dire une espèce de contradiction. Comment peut-on avoir des patries? Voilà la grande question. L'écrivain argentin pose la question au pluriel, des patries. Comment peut-on se sentir, la patrie signifie la maison du Père. Comment peut-on avoir plusieurs maisons du Père? Et c'est une maison commune. Comment peut-on aussi avoir une intimité, une patrie intime, des patries intimes? Eh bien, je crois que ce n'est pas la globalisation qui entraîne. Lorsque le mot patrie intime, l'expression en tout cas a été créée, parce que je l'ai fouillé, je l'ai remonté, je l'ai retrouvé dans l'Énéide de Virgile, lorsque Énée quitte la ville de Troie en feu, incendiée, il pleure sur sa patrie intime. C'est une expression également utilisée au XIXe siècle par des poètes latino-américains au moment de l'indépendance de la Colombie, par exemple. Si bien qu'à ce moment-là, la globalisation existait déjà. La globalisation, vous savez, n'est pas contemporaine. Elle date du XIVe, XVe siècle déjà. Elle date du moment des échanges commerciaux et de l'institution des empires européens. Donc ce n'est pas, la globalisation n'est pas quelque chose, des phénomènes contemporains. C'est un phénomène très ancien. La question de l'étranger, des étrangers sans nom ni face, je reviens là-dessus parce que ce n'est pas le mot que je préfère. Je préfère celui d'égaré. L'étranger, il y a quelque chose d'une étrangeté en nous, tout à fait. Il y a une part sombre, obscure, dont nous ne voulons pas entendre parler en chacun de nous. Une part difficile à tolérer, une part qui cherche à être totalement présente à nous-mêmes et qui nous conduit à des refoulements. C'est quelque chose d'assez classique. Toutefois, englobé dans un monde où il n'y a plus d'étrangers, ce n'est pas exactement cela. C'est pas englober dans un monde, c'est créer un monde. Créer un monde, une action dans le monde qui ne tient plus compte des identités fixes, qui ne tient plus compte des définitions territoriales, qui reconnaît toujours dans le visage de l'autre un humain semblable à soi, non pas étranger. L'étranger est en nous-mêmes, un humain semblable à soi. Et c'est cette exigence-là que les intellectuels, les philosophes dont vous êtes, les professeurs, tous ceux qui conduisent et forment et guident les peuples, les artistes, doivent avoir cette écrasante responsabilité-là de reconnaître en chacun de nous la face d'un semblable, c'est-à-dire le souci de l'autre. L'autre est beau être un étranger. C'est bien exactement cela. C'est l'étranger qui nous humanise. C'est l'étranger qui nous libère. Vous connaissez
bien évidemment cette fable biblique, cette mythologie fascinante. Moïse n'est pas hébreu. Moïse est un Égyptien. C'est l'étranger qui libère le peuple du masochisme, de l'esclavage et de la servitude. Boukman n'est pas haïtien. Boukman est jamaïcain. C'est un étranger qui libère du joug de la servitude. Voilà, c'est toujours la fonction de l'étranger. L'étranger doit donc être accueilli. Il doit être, dans toutes les histoires, c'est souvent un étranger qui va entraîner une rupture avec un état social, un état de fait. Voilà comment je réponds à ces questions. Je pense que c'est éloquent et d'ailleurs, ça m'a fait penser à la figure de Manuel dans Gouverneur de la Rosée. Oui, oui, Manuel, c'est un étranger. Maintenant, la deuxième série. J'aimerais savoir, dès que vous parlez de métaspora, est-ce qu'il n'y a pas d'une sorte de cosmopolitisme dans le métaspora? Dans la Grèce, et je pourrais dire dans la Rome antique, cette question d'étranger était déjà mal vue, puisque dans la Rome antique, il y avait des lois pour les Romains, qu'on appelle ius civile, et d'autres lois pour les étrangers, qu'on appelle ius gentium. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'il doit y avoir une sorte de renouveau dans ce que vous parlez de la métaspora? Je suis Taberno Jeune. Je mène des études en sciences politiques. Essaie de parler plus fort, Taberno. Je mène des études en sciences politiques à Notre-Dame. Et puis ma préoccupation est la suivante. Vous avez dit qu'il y a une tension entre la littérature et les sciences sociales. C'est-à-dire que la littérature est devenue évidemment une source d'alimentation pour les sciences sociales. Là, je me réfère à Philippe Korkhoff qui a écrit La philosophie des sciences sociales, dans lequel il disait que la littérature est devenue en quelque sorte un phénomène scientifique pour la science, c'est-à-dire que la science cherche, c'est-à-dire à connaître la littérature dans son essence. Et bien là, dans un autre article qu'il a publié encore une fois, c'est l'épistémologie de la fragilité, il a dit que l'intellectuel qui essaie d'investir la littérature comme champ, ainsi en même temps il investit la science comme champ, on pourrait l'appeler intellectuel interdépendant, c'est-à-dire un intellectuel qui essaie de concilier deux domaines différents. Vous voyez? Ensuite, l'autre préoccupation que j'ai est la suivante. Vous avez parlé de Jacques Rancière. Dans un cours de philosophie que j'ai à Notre-Dame, je crois que c'est l'art et la politique, j'ai étudié Jacques Rancière dans un livre qui s'appelle La mésentente. Il disait que la société est régie par un ensemble de conflits des valeurs. Et l'État est là pour réguler ce conflit des valeurs. Et l'État a perdu sa dimension classique dans la mesure où les structures internationales ont tendance à proposer un autre modèle politique. Donc cette proposition de notre modèle politique qui est occidental, c'est-à-dire cette proposition consiste à effacer l'État qui devait en quelque sorte réguler les fonctions, qui devait prendre en main les fonctions régaliennes de l'État. Donc là, il n'y a plus de dimension classique. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il y a encore un global politique qui ne fait qu'enlever le système politique qu'on devait établir en Haïti, un système politique qui devait prendre en main, c'est-à-dire les besoins fondamentaux de la population. Est-ce que là, la globalisation ne consiste pas encore une fois à enlever ou bien à détériorer l'État de sa dimension classique? Merci beaucoup. Beaucoup de bruit pour rien. C'est une pièce de Shakespeare. Ça a été le supplice que j'ai subi tout au long de cette intervention. À mon avis, qui est raté, il faudrait réinviter Joël Desrosiers parce que l'intervenant, à mon avis, n'était pas à la hauteur. Il a peut-être mal lu ou a lu le texte très tard, qui nous a fait rater cette fête de l'esprit. Parce que nous sommes en face d'un érudit, et mieux fallait laisser Joël exposer le public qui va partir sur sa soif parce qu'il a raté Joël Desrosiers. Ma question, l'enfant ayant été blessé par le bistouri du chirurgien, c'est comme une prophétie, né d'une césarienne
et a été blessé par le bistouri du chirurgien. Et voilà cet homme qui va devenir chirurgien. Et chirurgien de l'identité haïtienne, forgé par une indigéniste de la saleté. Et voilà qu'il veut nous faire sortir de cette identité en créant ce concept métaspora qui est en train de redéfinir la question de l'identité qui est au cœur de l'affrontement de l'humanité ces dernières années. L'homme, l'œuvre qu'on présente comme l'une des plus importantes de la poésie de la langue française des 10 dernières années, en raison de son érudition, de sa maîtrise de la langue, parce que 16 ans de cela, ça a été un choc pour moi lorsque je lisais Vétiver à l'Institut français. Et quand j'allais rencontrer l'homme 10 ans de cela, j'étais vraiment surpris de son érudition pour dire, mais mon Dieu, il y a encore de ces Haïtiens du 19e siècle, de ces génies encyclopédiques qu'on croyait perdre après la mort de Leslie Manigat. Autre question, quelle est votre formation littéraire? Formation littéraire ayant laissé Haïti 10 ans, 61, nous étions au cœur d'Haïti littéraire qui redéfinissait la littérature haïtienne en donnant un coup de pied dans le derrière de l'indigénisme et en pensant la littérature dans les Caraïbes. Donc, quel a été votre rapport avec ce courant et avec la littérature mondiale? Parce que votre poésie transcende les barrières nationales. Et enfin, ne peut-on pas vous comparer en fait votre position à l'esthétique, bon, pas l'esthétique de René Depès, son concept de nomade et enraciné. Donc, il a laissé Haïti depuis une cinquantaine d'années, mais il a dit sa table de travail, c'est Jacmel. Mais vous ne vous inscrivez plus dans une problématique d'écrivains haïtiens, d'auteurs haïtiens, même quand ça va blesser quelques soi-disant nationalistes. Donc, Depès, nomade enraciné, mais vous, n'êtes-vous pas un nomade enraciné parce que l'écaille est très très présente dans votre œuvre, et merci aussi pour cette tradition de médecine littérature dans la littérature haïtienne, que ce soit Castra et Métellus, et Jacques-Stéphane Alexis. Bon, on me chasse et je suis désolé, je n'ai pas posé la question. J'espère après on pourra continuer. Oui. Tu pourras le faire après, quand même, tu en as eu le temps. Maintenant, place à toi, Joël. Ce sont des questions toutes fondamentales que vous me posez là. La première question au sujet de la loi, de la distinction que la loi antique, la loi romaine faisait des lois appliquées aux étrangers et d'autres lois appliquées aux métèques, aux barbares et aux autres. Pour que la loi se tienne, elle se tient essentiellement comme fondement sur un autre. Vous vous rappelez de la question posée par la Sphinge à Oedipe, qui, enfant, marche à 4 pattes, adulte à 2 pattes et âgé à 3 pattes. Quel animal? La question de l'identité qui est posée là. Question posée par la Sphinge à un étranger. Question posée par la Sphinge à un étranger. La réponse, vous la connaissez, c'est l'homme. Que l'étranger ait pu trouver la réponse au péril qui affligeait Thèbes, c'est le fondement de la loi.
celui qui m'a posé la question, hein, sur le plan fondamental. Mais cette loi, comme vous le savez, est incarnée par un porteur de loi. Il n'est que le porteur de la loi, c'est-à-dire le père. Le père est la figure qui porte la loi auprès de son enfant. Cette question des gentils et des métèques, des citoyens et des étrangers, n'empêche pas que le père n'est que le représentant de la loi. Il est incapable vraiment de la respecter. En effet, le père a une filiation étrangère. L'étranger, c'est le fils que le père n'a pas reconnu. C'est la filiation qui n'a pas été reconnue. C'est même le fils contre lequel il a voulu porter la main. C'est le drame oedipien. Oedipe est chassé par son père, enfant, parce que l'oracle lui avait prédit qu'un enfant, que son fils lui prendrait le pouvoir et le tuerait. Laios va confier Oedipe à un gardien, à un berger, et lui dit « Débarrasse-moi de cet enfant ». Oedipe est donc un étranger. Lorsqu'il revient à Thèbes, il croise son père sur la route et le tue sans savoir que Laios était son père. La question donc de la non-reconnaissance du fils par son père est au fondement de la loi. Il n'y a pas une loi qui ne se passe pas justement de déclarer lesquels sont les citoyens, lesquels sont étrangers. L'État s'arroge le droit de définir la citoyenneté. Hein, comment la citoyenneté est-elle transmise? Loi du sol, loi du sang, par le père, par la mère, par les deux, etc. Si bien que je crois que cette question de la loi, elle s'effondre lorsque le père est incapable de la porter. La loi s'effondre lorsque la figure paternelle est incapable, en raison de sa perversion, père-version, notion lacanienne, est incapable de porter la loi lui-même. On le voit dans toutes les sociétés où le père se manifeste non pas par une absence, mais par une perversion. Voilà pour le citoyen et l'étranger. L'étranger est le fils inconnu, non reconnu du père. Il ne peut être que cela. Il vient, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des exemples nombreux, il vient quelquefois perturber le statu quo et changer profondément les choses. Oui, c'est une vision. C'est une vision lacanienne, mais c'est une vision qui s'exemplifie dans beaucoup de sociétés, en particulier en Haïti. Duvalier est un étranger. Vous savez ça? Oui, ça on le sait. Très bien. Donc la perturbation de l'ordre créole est portée à l'intérieur de la société haïtienne par un étranger. Duvalier était français. Et la question de la filiation également de Duvalier pose le problème de la loi. Pourquoi il y a une telle transgression de la loi? Probablement en raison des problèmes de filiation au sein de cette famille. Hein? Il y avait de graves problèmes de filiation, de non-reconnaissance ou de reconnaissance perverse. Le père étant incapable de porter la loi. Le véritable père étant incapable de reconnaître son fils. La deuxième question porte sur la tension dynamique entre sciences sociales et littérature et l'interdépendance, et vous faites appel au travail de Jacques Rancière, travail auquel moi-même
je me suis référé pour comprendre ce que vous appelez la démission de l'État dans ses fonctions régaliennes, ou encore la perte, l'effacement de l'État. Moi, ce que j'ai retenu chez Rancière, je pourrais faire une citation, c'est la question de l'esthétique. C'est cette question, la politique comme esthétique. C'est une question extrêmement grave que pose Rancière là. Jacques Rancière qui a déjà enseigné en Haïti d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Et je crois qu'il est venu à quelques reprises. La question de la politique comme esthétique. La politique non plus comme rapport de classe et résolution des conflits, définition classique, mais la politique comme vision artistique et esthétique, c'est-à-dire création de valeurs nouvelles. L'État étant incapable, désormais, de régulariser, comme vous l'avez signalé, la question des conflits. Faut-il faire appel, donc, à un État artiste, à un État capable d'insuffler à l'intérieur de la politique une dimension de beauté, une dimension esthétique. La métaspora appelle de ses voeux l'effraction du politique par l'esthétique. La métaspora est un emblème du beau et recherche dans la puissance de la poésie et dans la vigueur de la science et dans l'étrangeté de chaque sujet la capacité d'un renouvellement non pas révolutionnaire, non pas romantique, mais d'un renouvellement fondamental du rapport aux politiques. C'est pour cela que mon intérêt s'était porté sur la candidature d'un artiste à la charge, mais vous en avez eu un autre à sa place. La troisième question porte, question très élaborée, porte sur trois choses, il me semble. Le traumatisme de la naissance, la blessure au doigt dont j'ai parlé dans Vétiver, et l'identification à l'agresseur. Hein? L'enfant, devenu adulte, s'identifie à l'agresseur et devient lui-même chirurgien. Chirurgie que j'ai abandonnée pour faire ce que j'avais toujours souhaité faire, c'est-à-dire la psychiatrie et la psychanalyse. Donc, j'ai fait deux spécialités. Vous dites, voilà cet homme devenu chirurgien de l'identité haïtienne qui nous permet de sortir de cette identité au profit d'une ouverture plus érudite. Et cette érudition dont vous parlez, avec l'évocation des figures du XIXe siècle, vous vous en inquiétez en vous demandant, mais les hommes, cette érudition a tendance à disparaître et vous faites référence au dernier érudit connu, Manigat, etc. Ben, je vous dirais qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a une troisième renaissance. J'en parlais tout à l'heure. Il y a de plus en plus des hommes que j'appelle des hommes armés de bravoure, de célébration, cherchent justement à nouer ces interdépendances, à supporter la mélancolie de l'érudition. Parce que, comme vous le savez, l'érudition a un fond mélancolique. Hein? Le rhéteur est un désespéré du langage. Vous me demandez, ça me permet de glisser sur ma formation littéraire. Quelle est-elle, puisque j'ai quitté Haïti enfant et que je n'ai pas trop connu, en fait, tout de suite, en tout cas, la littérature haïtienne. Vous me placez tout de suite à l'ombre d'Haïti littéraire, jeunes écrivains ayant fui la dictature pour se réfugier au Québec. Alors, et vous me demandez quels sont les écrivains qui m'ont influencé.
ma formation littéraire, elle est essentiellement médicale, mais dans un sens particulier. Je crois profondément que ce sont les médecins qui ont créé la littérature. La liste est tellement longue de médecins écrivains que je ne vais pas vous abreuver de la très longue liste de médecins écrivains. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas seulement une boutade. Tout récit, toute souffrance est en quête d'un récit. Ce n'est donc pas étonnant que ce soit les sorciers, les chamans qui ont mis en mots les souffrances d'autrui. Les gens qui venaient les consulter avec des douleurs, des souffrances, etc. Consultaient d'abord les ancêtres des médecins, c'est-à-dire les sorciers et les chamans. Que ce soit la médecine, comme anthropologie, comme vision de l'homme, vision de la souffrance et de la douleur, qui ait créé la littérature, n'est pas pour vous étonner. C'est pour cela qu'il y a autant de médecins écrivains. Mon rapport à la poésie et à la littérature, donc, c'est un rapport hors lieu, hors du langage commun des hommes, en prenant avec moi tout le lexique médical, qui est souvent poétique et souvent puissant. Très vite, je me suis rendu compte que la passion que j'ai de la littérature, cette bibliomanie, c'est-à-dire de lire beaucoup et plus que beaucoup, cette passion-là venait d'une quête sur ma propre souffrance, sur cette fameuse blessure que vous avez évoquée au début. Et donc, j'ai lu, pour commencer, quantité de choses, notamment la littérature russe. C'est beaucoup plus tard que je me suis intéressé à la littérature haïtienne, ayant une formation en Occident, donc, et je me suis intéressé, parce que les livres n'étaient pas facilement disponibles, vous pouvez vous imaginer, quand j'avais 15 ou 16 ans, et donc que je me suis intéressé à ce qui me tombait sous la main et à toutes ces lectures qui m'ont formé. Je n'ai pas eu de formation littéraire, d'une maîtrise en littérature ou d'un doctorat en littérature. On m'a déjà offert d'enseigner la littérature. Joël, je terminerai là-dessus pour répondre que les écrivains qui m'ont beaucoup influencé, c'est d'abord les écrivains très contemporains, Pascal Quignard, Jude Stéphan, Denis Roche, sont des écrivains, les poètes français qui m'ont influencé. Les poètes haïtiens et afro-caribéens, bien évidemment Magloire Saint-Aude a été pour moi très important. Aimé Césaire, qui était également une espèce de père spirituel. Et en tant que psychiatre, je n'ai pas pu m'empêcher de considérer Frantz Fanon comme une figure essentielle dans ma formation, à la fois comme théoricien et comme psychiatre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci Joël. Étant donné que le temps nous a amplement oppressés, je décide de mettre le terme, mais bien avant, je vais laisser le soin au coordonnateur général de Café Philo, en l'occurrence Ralph Jean-Baptiste, de placer quelques mots de conclusion, après quoi je mettrai un terme à l'activité de ce soir. Merci Casimir. Je veux dire également merci à Joël d'avoir répondu, accepté et répondu avec générosité à notre invitation. Joël Desrosiers est ici dans le cadre de la Foire internationale du livre d'Haïti et il en a profité lors de notre première rencontre pour me proposer d'intervenir à Café Philo. Je pense que la parole que porte Joël Desrosiers ici est une parole qu'il faut prendre au sérieux dans la mesure où nous sommes ici en Haïti habitués à une figure d'écrivain qui n'est pas toujours lié ou qui ne fait pas suffisamment cas de l'intellectuel. Je pense qu'avec Joël Desrosiers, c'est ce à quoi nous venons d'avoir droit ce soir. C'est ma façon aussi de lui remercier pour sa présence, qui a généreusement parlé un peu partout durant son séjour à la faculté de linguistique appliquée, probablement dans d'autres espaces comme l'école normale supérieure. J'espère que nous aurons encore une fois Joël Desrosiers pour continuer à discuter de la perspective métasporique
Joël sait à quel point cette perspective m'intéresse. J'en profite également pour remercier Casimir Jenny Williamson pour sa modération, puisque ce n'est pas moi qui ai le droit de mettre un terme. Je retourne la parole à Casimir et également je profite pour lui dire, et à Joël également, et à Joël aussi, pardon, très bon café philo, on va continuer dans cette lancée. Merci Joël. J'imagine que tu as un dernier mot. Oui, c'est pour vous dire merci d'avoir été si nombreux et de m'avoir prêté votre écoute. Il suffit d'une oreille pour que la poésie illumine le monde, mais vous avez été plusieurs oreilles. Merci infiniment à vous, Monsieur Casimir, et à Ralph Jean-Baptiste, et aux techniciens, et tous ceux qui ont pu permettre la tenue de cette rencontre. À bientôt. C'est sur ces mots que nous mettons Philo. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Merci à vous, cher public habituel de Café Philo. À mardi prochain. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Yes, maman, jeunes avocats, servisoyés, en balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman, jeunes avocats, servisoyés, en balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman, jeunes avocats, servisoyés, en balacha, en soyant pas dormi. Yes, maman.